Bon, je vous propose de démarrer. Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de synthèse autour des protéines animales, quelques transitions, organisée par X-Food avec le soutien de Galiance et de Mirova. Je suis Anne-Claire Asselin, je suis présidente de X-Food et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, juste avant de laisser la place à nos intervenants, je vous propose juste un petit tour d'horizon sur X-Food. Donc, notre think tank a été créé fin 2018 sous l'impulsion d'anciens élèves de l'école polytechnique avec une mission qui est double et qui figure sur l'écran. La première, c'est d'éclairer les controverses sur des sujets liés à l'alimentation et l'agriculture, en particulier par le biais de conférences et débats. Et la seconde mission, c'est de promouvoir les innovations, qu'elles soient d'ordre technique, technologique, économique ou social, auprès des décideurs et cercles d'influence, avec 3 valeurs clés: approche holistique, éthique et bienveillance. Vous avez sur la droite donc un certain nombre de réalisations que nous avons faites depuis 2018, des tables rondes, des participations, un certain nombre d'intervenants et des rapports de synthèse, dont 2 qui sont en cours de rédaction et qui seront diffusés prochainement. Un petit clin d'œil ici, donc le bureau d'X-Food est en fait renouvelé au mois de mai 2022 et donc nous faisons appel ici à des volontaires si ça vous intéresse de participer à cette initiative, donc autour de l'éclairage des controverses et de la promotion des innovations. Vous êtes bienvenus. N'hésitez pas à contacter le secrétariat pour avoir plus d'informations. Je vous propose de passer au menu du jour, au plat de résistance, protéines animales, quelle transition, et de vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel nous travaillons ce sujet. Donc, en fait, c'est le thème que nous nous sommes fixés pour l'année 2021-2022. Et donc, ce thème, nous l'avons traité à travers 4 webinaires que vous voyez ici. Un premier autour de l'enjeu santé, avec bien sûr des risques cardiovasculaires liés à l'excédente consommation de viande, mais également des micronutriments qui sont nécessaires. Ensuite, nous avons traité l'enjeu environnemental avec la nécessité d'une approche système. La viande et les protéines animales sont produites dans le cadre d'une production globale qui n'est pas seulement animale, mais également végétale. Les sujets, bien sûr, de déforestation, pollution de l'air et de l'eau, biodiversité, nous allons y revenir. Un troisième webinaire qui a fait un focus sur l'enjeu économique et sociétal, avec une vraie question autour de la compétitivité à l'international, une question aussi sur le sujet du niveau de vie des éleveurs. Et enfin, un quatrième autour de l'innovation, avec les dernières innovations et les perspectives plus ou moins prometteuses, protéines végétales, insectes, viande de culture. Et donc, à travers ces 4 coups de projecteur, nous avons un petit peu éclairé le sujet. Et l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de faire la synthèse de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et de voir un peu comment on peut imaginer une transition à partir de ces différents éléments et ces différentes analyses. Les intervenants que vous allez voir aujourd'hui, ainsi qu'un certain nombre de bénévoles d'X-Food, ont contribué à la rédaction d'un rapport de synthèse autour du thème donc, de cette année 2021-2022 qui devait venir en avril 2022. Et là, je remercie les bénévoles de X-Food et en particulier Carole, Guillaume et Romane Deves qui travaillent d'arrache-pied sur ce rapport. Et ce rapport donc, devrait sortir au mois d'avril. Merci également à nos sponsors. Galiance, donc filiale du groupe Terrena, et donc avec donc un travail autour de la volaille, numéro 2 sur le marché français, 5e opérateur européen, ainsi que Mirova, donc investissement durable, filiale du groupe Natixis. Je vous propose maintenant de passer à la table ronde. Avec un petit programme, un petit déroulé d'abord. Donc, nous commencerons par, entre 18h et 19h, par un échange, on va dire, guidé. Chacun des intervenants présentera sa vision des enjeux. Et puis, nous aurons un échange avec eux. Et dans la dernière demi-heure, entre 19h et 19h30, ça sera à vous de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions dans la partie questions-réponses
qui se situe, alors ça a changé un tout petit peu le format Zoom, mais encore une fois dans le volet questions-réponses. Voilà pour les aspects techniques. Et maintenant, j'ai le plaisir d'introduire nos trois intervenants qui sont en ligne aujourd'hui et qui ont aussi réservé du temps pour préparer cette intervention aujourd'hui. Donc, Stéphane Deschamps, directeur général de Elivia et de Olviapor, groupe Terrena, Thomas Outayakumar du WWF France et Julien Foss de France Stratégie. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec Stéphane. Donc Stéphane, merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur général d'Elivia et de Olviapor, du groupe Terrena. Quelles sont, selon vous, les grandes tendances et enjeux pour votre secteur, donc sur les protéines animales? Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc je vais préciser un petit peu. Donc oui, je suis Stéphane Deschamps, je suis directeur général d'Elivia. Donc nous sommes une filiale du groupe Terrena. Donc Terrena qui est une des plus grosses coopératives françaises située dans le Grand Ouest de la France. Donc un territoire qui s'étend de la Normandie jusqu'à la région Aquitaine. Donc c'est un peu plus de 26 000 agriculteurs, 14 000 salariés, et c'est une coopérative polyculture élevage. Donc à la fois des activités sur l'amont agricole autour du végétal et de la protéine et de la production de protéines animales. Donc de la volaille, c'est la filiale Galliance qu'a présenté tout à l'heure Anne-Claire. La filiale viande bovine et porcine qui est donc Elivia. Et puis également présente dans le lapin avec l'œil éperio et Multilap. Et puis sur la partie végétale, bien entendu, une grosse activité de négoce puisque c'est plus d'1 500 000 tonnes de céréales qui sont commercialisées tous les ans sur les marchés mondiaux. Et puis 1 500 000 tonnes de protéines végétales destinées à la nutrition des animaux, des producteurs de la coopérative. Un deuxième actionnaire qui est un actionnaire privé pour Elivia, qui est le groupe Dunmeat. Donc Dunmeat, c'est le numéro 2 de la viande en Irlande et au Royaume-Uni. C'est à peu près 7000 salariés, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et ils détiennent 49% des titres d'Elivia quand Terrena en détient 51%. Alors, je vais présenter rapidement Elivia. Donc, nous sommes le numéro 2 de la viande de boucherie en France, derrière le groupe Bigard. Donc, on fait un peu plus, on fait 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 3300, 3400 salariés qui viennent tous les jours travailler dans nos usines, dans nos établissements. Et nous sommes acheteurs de gros bovins, de veaux, d'agneaux, de porcs que nous transformons donc en viande, donc à la fois de la viande brute que l'on vend sur les marchés d'export européens ou mondiaux, et puis des produits aussi transformés, donc des produits frais, des produits surgelés, des produits cuits, destinés donc à l'ensemble des marchés, donc la grande et moyenne surface, la restauration, les artisans bouchers, les grossistes en viande. Voilà, donc on est positionné sur l'ensemble des marchés. Donc voilà un petit peu présenter donc Elivia et ses activités. Donc nous, pour répondre à la question, donc les enjeux aujourd'hui sont à plusieurs niveaux. Donc au-delà, bien entendu, de la situation que nous traversons, qui est une situation particulière et qui crée énormément d'incertitudes, notamment par rapport au conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait effectivement subitement bouger un certain nombre d'éléments de marché. On aura vraisemblablement l'occasion de revenir sur ce point-là pendant notre échange. Les enjeux qui sont devant nous aujourd'hui sur une entreprise comme la nôtre, c'est à la fois des enjeux de volume de production avec le renouvellement des générations de producteurs, qui est aujourd'hui un sujet de préoccupation important. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, plus de la moitié des éleveurs ont plus de 55 ans. Donc, on a des vrais enjeux aujourd'hui sur l'ensemble des productions de protéines animales, que ce soit le porc, la volaille,
la viande bovine ou le veau ou l'agneau, il va falloir effectivement que l'on soit en capacité de conserver donc, notre capacité de production et réussir à renouveler les générations et à installer des jeunes. Alors pour ça, bien entendu, il faut que ça passe par le revenu, hein, parce que bon, tout le monde le sait aussi, les revenus dans le monde agricole aujourd'hui sont bas. Hein. Un tiers des éleveurs vivent avec moins d'un SMIC. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de capitaux immobilisés. Donc, on a des vrais enjeux de filière dans le renouvellement des générations. Deuxième enjeu, c'est effectivement donc, les enjeux sociétaux, c'est comment produire mieux en tenant compte, bien entendu, des écosystèmes, de l'amélioration et du respect de l'environnement, de l'accès à la ressource en eau. Voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont déjà sur la table, qui font déjà l'objet, bien entendu, de plans d'action, de mise en place de choses sur le terrain auprès des producteurs. Mais c'est un sujet, bien entendu, qui monte et sur lequel on a encore beaucoup de marge de progrès pour réussir effectivement à produire de la protéine animale dans de meilleures conditions. Donc, et ça rejoint aussi les enjeux de bien-être animal, de densité, d'accès à la lumière, d'accès à l'eau que l'on peut avoir dans les bâtiments, notamment dans les productions hors sol, que sont la volaille et la viande de porc. Et puis, bien entendu, autre enjeu, c'est la baisse de consommation de viande, hein, puisque nous sommes des bouchers, nous sommes des spécialistes de la viande, donc notre cœur de métier, c'est la viande. Donc, comment effectivement accompagner cette évolution du manger moins de viande, mais produits dans de meilleures conditions, avec plus de valeur ajoutée sur les aspects nutritionnels, sur les aspects d'étiquetage, sur les aspects de respect effectivement de l'environnement et des modes de production. Voilà, autour d'enjeux assez simples, hein, et on revient là aussi sur des fondamentaux qu'on a peut-être oubliés, hein, parce qu'il fallait, au sortir de la guerre, produire des protéines pour nourrir les populations et revenir sur des choses beaucoup plus simples, hein, les fonctionnalités du sol, le sol qui nourrit la plante qui nourrit l'animal et l'animal qui nourrit le sol. Donc, autour de la remise au cœur du processus de production des méthodes polyculture élevage et vraisemblablement aller vers moins d'élevage industriel et puis des élevages avec des productions beaucoup plus vertueuses. Donc voilà rapidement pour nous quels sont nos enjeux pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup Stéphane. Vous avez déjà bien planté le décor, hein. L'enjeu de la baisse de consommation de viande par les consommateurs, l'aspect volume de production, l'aspect effectivement produire mieux, et le revenu des agriculteurs et des éleveurs en particulier. Merci beaucoup pour ces points. Je vous propose maintenant de passer la parole à Thomas. Thomas Tayakumar, responsable du programme Système alimentaire durable du WWF France. Et donc, Thomas, la question pour vous, c'est quelle place pour les protéines animales dans les systèmes alimentaires durables? Comment voyez-vous cette place? Merci Anne-Claire, merci pour cette invitation. Je vais peut-être faire une transition avec ce que Stéphane vient de présenter sur le manger moins et mieux. Le manger moins et mieux, c'est ce qu'on entend très souvent aujourd'hui. Et donc, important en fait, de redéfinir ce qu'on entend par moins, c'est-à-dire sur un volet quantification, et ensuite de définir ce qu'on entend par le mieux. Juste quelques ordres de grandeur. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France, si on considère un peu les grands domaines d'activité. Et l'élevage représente près de 80% des émissions agricoles, si on considère les émissions qui sont issues des cultures destinées à la consommation animale. Le sujet est donc central sur l'élevage, que ce soit du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des externalités engendrées par les systèmes de production. Lorsqu'on parle des externalités, on peut en voir beaucoup.
on peut caractériser de très nombreux enjeux. Moi, je peux vous faire référence à une dernière étude qu'on a publiée l'année dernière avec Greenpeace et le BASIC, qui est un bureau d'études sur lequel on a travaillé sur les démarches alimentaires en France. Donc, les différents systèmes de certification, les différents labels et autres marques privées, dans lequel on a regroupé, on va dire, les 14 grands enjeux de durabilité qui permettent de définir l'alimentation. Dans ces 14 grands enjeux de durabilité, on les a segmentés en 2 grands piliers, un pilier environnemental et un pilier socio-économique. Et rien que cette caractérisation un peu des grands enjeux de durabilité, ça nous pose un peu le décor sur les efforts qu'on va devoir fournir pour que l'alimentation soit la plus vertueuse possible et engendre le moins d'externalités négatives. Donc, sur la question plus spécifique de l'élevage, aujourd'hui, l'élevage, en tout cas du moins l'élevage intensif, est malheureusement un système qu'on considère à bout de souffle, puisqu'il est générateur de nombreuses externalités sur le plan de la biodiversité, sur la perte de plusieurs types d'espèces, sur la pollution des eaux, sur la pollution des sols. Et il est un peu intéressant aujourd'hui de se re-questionner sur la place de l'élevage dans les systèmes agricoles en France et sur la manière dont on va pouvoir remodeler un petit peu tous les enjeux qui l'entourent. Sur le volet du moins, différentes prospectives agricoles ont été posées ces dernières années. Donc, on peut en citer plusieurs, celle de l'ADEME, celle de Solagro, AFTER 2050, celle de l'IDRI, avec la prospective TIFA, qui est 10 Years for Agroecology. Donc, cette prospective-là, elle a plus une dynamique européenne. Et ces différentes prospectives, elles arrivent sur un même caractère tendanciel, à savoir réduire, on va dire diviser par 2 la consommation de protéines animales et aussi diminuer la production animale par 2. C'est-à-dire on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Ces prospectives-là, elles nous amènent en fait à recaractériser totalement les systèmes parcellaires en France et les systèmes de production en France et puis aussi en Europe. C'est de cette manière qu'on peut avoir une photographie de l'agriculture en 2050 lorsqu'on la met en regard de l'alimentation en France, en tout cas du moins des régimes alimentaires plus durables qu'on souhaiterait avoir. Donc réduire sa consommation par 2 sur le volet consommation, c'est pertinent sur les enjeux de santé publique. Aujourd'hui, le PNNS a remodelé un petit peu ses préconisations. Et puis l'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est vraiment de réduire sa consommation de protéines animales au profit des protéines végétales. C'est donc d'inverser le ratio entre les deux. C'est-à-dire aujourd'hui, on est plutôt sur une consommation autour de 2 tiers de protéines animales, 1 tiers de protéines végétales. L'idée, c'est d'inverser ce ratio-là. Et puis de privilégier d'autres catégories d'aliments, comme les fruits et légumes, les céréales complètes, les protéines végétales, c'est-à-dire les légumineuses, qui sont centrales du point de vue de la consommation alimentaire, mais aussi du point de vue des systèmes de culture, de par leur capacité à fixer symbiotiquement l'azote de l'air, et diminuer aussi les produits transformés. Cette refonte un peu des régimes alimentaires, elle est capitale si ensuite on veut se projeter sur les systèmes agricoles en France d'ici les 30 prochaines années. Sur le volet de la production animale, c'est pareil, les ordres de grandeur sont similaires. Il faudrait diminuer la production animale par 2 et ensuite redéfinir ces systèmes d'élevage sur le mieux. Et c'est là où interviennent tous les indicateurs de durabilité sur la redéfinition des systèmes d'élevage, quels qu'ils soient, ovins, porcins, avicoles, bovins. C'est fondamental. Puisque si on veut aujourd'hui respecter les trajectoires carbone dans lesquelles on est inscrit, que ce soit via la stratégie nationale bas carbone qui a pour objectif de réduire d'environ par 2 les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole et puis de l'inscrire dans une vision plus globale de la neutralité carbone, il va falloir en tout cas repenser les systèmes d'élevage et aussi le niveau de consommation des Français. Je peux faire un petit dernier point sur le volet de l'accessibilité. Réduire sa consommation de protéines animales, c'est aussi bénéfique sur le volet accessibilité pour les consommateurs. On a publié en 2017 une étude qui s'intitule « Vers une alimentation bas carbone, saine et abordable ». Cette étude avait pour objectif d'avoir une photographie de l'alimentation actuelle des Français, qui est définie par les études INCA de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, et qui pose un peu la photographie de l'alimentation de chacun des Français.
Aujourd'hui, l'alimentation est trop riche en protéines animales, trop riche en produits gras, sucrés, salés. Elle est nutritionnellement non adéquate et elle a un certain bilan carbone. En essayant de repenser son régime alimentaire, en réduisant drastiquement sa consommation de protéines animales, en la divisant par 2, en essayant de privilégier les catégories d'aliments que j'avais citées tout à l'heure, les fruits et légumes, les céréales, les légumineuses, on peut réduire son empreinte carbone de 2, améliorer sa qualité nutritionnelle et aussi réduire le coût de l'alimentation qui est aujourd'hui affectée dans son panier de consommation. Ça, c'est assez fondamental. Alors après, avec cette baisse du coût de l'alimentation, on peut ensuite introduire différents types de labels, notamment le label bio, pour revenir à ISO-coût du panier actuel. Ça, c'est assez intéressant d'un point de vue de l'accessibilité. Après, on peut aussi, bien évidemment, débattre sur les populations les plus précaires, c'est-à-dire celles qui se situent sur le premier et le deuxième décile des niveaux de vie de la population française, pour lesquels le surprix du bio est effectivement est un frein en fait au changement d'alimentation, mais dans sa globalité, une alimentation de qualité peut ne pas coûter plus cher que le panier actuel à partir du moment où on est en capacité de repenser un peu son régime alimentaire. Sur le volet consommation aussi, il va falloir en fait sensibiliser les consommateurs. Les sensibiliser, c'est les amener en fait à comprendre les enjeux de durabilité de l'alimentation, comprendre ce qu'ils ont dans leur assiette. Et ça va passer par différents mécanismes de sensibilisation, par une vraie compréhension des déterminants des comportements alimentaires. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de débats sur l'affichage environnemental, par exemple. L'affichage environnemental peut potentiellement être un vrai vecteur de changement des comportements. Après, tout dépend de ce qu'il y a là-dedans. Je rappelle que le débat autour de l'affichage environnemental, il est assez fort en ce moment puisqu'il avait été impulsé via la loi sur le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire. Une expérimentation a eu lieu pour essayer de redéfinir un peu les contours de cet affichage qui a fait l'objet de différents types d'expérimentations. Et c'est vraiment un des sujets qui est majeur. Donc là, on a un peu abordé la question du moins, c'est-à-dire le fait de réduire drastiquement, d'une part, la consommation et la production animale, qui est effectivement fondamentale pour respecter notre trajectoire carbone et minimiser les externalités environnementales associées au système d'élevage qui sont aujourd'hui, pour la plupart, trop intensifs et rassemblés dans des régions où la spécialisation ne permet pas de s'ancrer sur des systèmes de polyculture élevage avec des vraies rotations de culture, avec un allongement des rotations, avec une vraie diversification culturelle, etc. Et sur le mieux, et puis j'en aurai fini puisque je pense que j'ai presque atteint mon temps, mais sur la question du mieux, la question c'est maintenant de définir qu'est-ce qu'on entend par un élevage durable. Quels sont les indicateurs de durabilité en termes de diagnostic qui nous permettent de dire on peut aujourd'hui définir des élevages plus durables qui vont quand même rentrer dans nos systèmes agricoles, mais aussi qui vont être promus par des régimes alimentaires plus durables. Aujourd'hui, on travaille avec des associations paysannes, notamment les CIVAM, qui sont des centres d'initiative pour valoriser l'agriculture rurale. Avec eux, on essaie de travailler sur les indicateurs de durabilité d'élevage. Donc, ça passe par plusieurs types d'indicateurs, que ce soit sur le volet environnemental, avec la quantification des produits phytosanitaires de synthèse utilisés, les engrais azotés de synthèse utilisés, la mécanisation qui est requise ou non sur certains types de cultures, et puis aussi sur le volet socio-économique, c'est-à-dire dans quelle mesure un agriculteur peut dégager plus de revenus disponibles à partir du moment où il peut, on va dire, générer moins de produits d'activité, c'est-à-dire produire moins. Ça, c'est aussi des travaux sur lesquels on avait planché avec eux, notamment en 2017 et 2018, sur les systèmes bovins dans le Grand Ouest français. Sur ces systèmes pâturants et sur ces systèmes laitiers, on a comparé les systèmes RICA. Les systèmes RICA, c'est le réseau d'information comptable agricole. On va dire c'est la statistique qui nous permet d'avoir un peu la moyenne des exploitations. Et on les a comparés aux systèmes autonomes et économes en intrants et énergie qui sont promus par ces associations paysannes. On s'est rendu compte que la diminution de charges, que ce soit la mécanisation, les produits phytosanitaires, les engrais de synthèse, voilà, tout ce type de l'alimentation aussi animale, était très largement réduite en comparaison des systèmes RICA plus conventionnels et permettait à la fin de dégager beaucoup plus de revenus disponibles malgré une production moindre de lait. Et c'est ça aussi en fait la question à laquelle il faut réfléchir, c'est si on est en mesure de produire moins,
est-ce que l'agriculteur peut aussi vivre de sa vie? Et tout à l'heure, Stéphane Deschamps nous a parlé du tiers des agriculteurs qui vivaient avec moins d'un SMIC. La question est ici de se poser, en refondant un petit peu ces systèmes d'élevage, on peut aussi générer, on va dire, plus de revenus disponibles, tout en ayant parfois moins de produits d'activité et donc plus de valeur ajoutée. Et ça, c'est assez fondamental. Les différents critères de durabilité sur lesquels aujourd'hui on travaille avec les CIVAM, c'est aussi de caractériser plusieurs points clés. Il y a le fait de rendre les exploitations viables, vivables et transmissibles. Donc, la question de transmissibilité fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure avec près de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50 ans et qui vont partir à la retraite. On va se poser cette question-là de la transmissibilité des fermes. Est-ce qu'on est prêt à transmettre des fermes qui vont potentiellement être vouées à l'agrandissement, ou est-ce qu'on peut imaginer des fermes, on va dire, peut-être plus petites, mais qui soient en capacité de générer plus de valeur ajoutée? Il y a la constitution aussi des espaces d'échange entre les paysans et les citoyens. Il y a le respect des sociétés paysannes et de l'emploi agricole. Il y a le respect des écosystèmes naturels, comme on l'a dit, avec les nombreuses externalités environnementales associées au système d'élevage aujourd'hui trop intensif et qui vont malheureusement avoir des effets délétères sur les compartiments environnementaux. Il y a aussi le respect de la santé humaine et animale, avec la question aussi du bien-être animal, et puis la recherche du développement économique qui soit cohérent. Et là, j'ai donné l'exemple notamment avec les systèmes bovins-lait pâturants dans le Grand Ouest français, et sur lesquels il y a cette recherche un peu d'efficacité économique et de viabilité économique. Voilà un petit peu, en tout cas, de manière assez globale et en résumé, la manière dont aujourd'hui on doit chercher un peu à caractériser la question des systèmes d'élevage, d'un point de vue de la consommation et de la production avec le produire et le manger moins. Et puis aussi la question de l'amélioration de ces systèmes d'élevage et la manière dont on pourrait les inscrire dans des systèmes plus vertueux via la qualification du mieux. Et c'est en tout cas le sujet sur lequel on continue de travailler avec les associations paysannes notamment, pour essayer de redynamiser certaines des exploitations qui sont en difficulté, leur assurer plus de valeur ajoutée et surtout essayer de réduire au maximum les externalités négatives que j'ai pu évoquer là. Le dernier point que je voulais évoquer quand même sur cette question des légumineuses, je fais juste un dernier focus là-dessus et je m'arrête. Dans tous les scénarios de prospective agricole qu'on retrouve, la question des protéines végétales, elle est centrale. Elle est centrale parce qu'elle doit s'introduire dans des régimes alimentaires plus durables, ça c'est évident. Mais sur les systèmes agricoles et dans les itinéraires techniques, l'introduction de la légumineuse dans les rotations, elle est aussi fondamentale. Elle est fondamentale puisque si je prends juste la France, aujourd'hui la France importe près de 4 millions de tonnes de soja par an pour nourrir nos systèmes d'élevage. Ça induit ce qu'on appelle une empreinte foncière. L'empreinte foncière, elle n'est pas que localisée en France. L'empreinte foncière, elle est aussi localisée dans d'autres pays qui vont permettre de subvenir à nos besoins en termes de consommation animale. Bien évidemment, la culture de soja qu'on retrouve dans de nombreux pays, que ce soit dans le Cerrado ou dans le Grand Chaco, elle est destructrice pour les écosystèmes naturels et elle engendre de la déforestation. C'est pour ça qu'on parle de déforestation importée. Sur le sujet de la déforestation importée, faire en sorte que la France soit plus autonome en protéines végétales est évidemment fondamental. Elle nous permettrait déjà d'être plus autosuffisants et de générer moins de déforestation et moins de destruction dans des biomes extrêmement riches en biodiversité, comme je l'ai dit, comme le Grand Chaco en Argentine ou le Cerrado au Brésil. C'est pour ça aujourd'hui que la question de l'autonomie des fermes, elle est évidemment centrale. Elle doit aussi nous permettre de nous affranchir de ces importations, en grande partie, et c'est via la relocalisation de ces protéines végétales dans les itinéraires techniques qu'on sera en mesure, en tout cas, de lutter contre ces phénomènes. Voilà, donc je m'arrête là et je passe la main à Julien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thomas. Donc, merci pour cette vision du moins mais mieux, de protéines, moins de protéines animales mais mieux. Je vais passer la parole maintenant à Julien. Donc, Thomas nous a présenté sa vision du moins mais mieux. Quelle est la vôtre et puis quelle est la vision peut-être aussi qui est prise par les politiques publiques
Et donc, quelle est cette cible, cette vision sur les protéines animales et comment y arriver? Est-ce que tout ça est cohérent? Est-ce qu'on arrive à quelque chose, à une perspective qui est cohérente en termes de politique publique et d'approche, on va dire, publique? Bonjour, merci de cette invitation. Alors, je travaille à France Stratégie, peut-être vous dire en 2 mots ce qu'est France Stratégie, une institution autonome placée auprès du Premier ministre en charge de l'évaluation des politiques publiques, de la prospective, de l'analyse socio-économique. Et si j'étais invité ce soir, c'est parce qu'on conduit depuis plusieurs années maintenant des travaux consacrés à la transition écologique du système alimentaire dans son ensemble, et plus particulièrement parce qu'on a publié en septembre dernier, à la demande de l'Assemblée nationale, un rapport d'évaluation des politiques liées à l'alimentation et qui pointait notamment la question des lacunes ou des limites de ces politiques en termes d'accélération de la transition écologique. La question qui s'affiche là, c'est quelle transition et comment? On peut mettre un S à transition, parce qu'il y a sans doute plusieurs trajectoires possibles ou envisageables pour accélérer et accompagner cette transition du système alimentaire. Néanmoins, là où il n'y a absolument pas de débat, c'est que cette transition écologique du système alimentaire, elle est indiscutable, elle est nécessaire et on a pris pas mal de retard. Et ça, c'est une spécificité peut-être des agricultures des pays développés par rapport à l'enjeu climatique et à l'enjeu d'effondrement de la biodiversité. Tout un tas de travaux ont été publiés ces dernières années, ça a été évoqué par Thomas, qui montrent la possibilité d'une transition écologique au niveau national, au niveau européen et également au niveau international pour avoir un système alimentaire mondial plus résilient et surtout moins émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Le système alimentaire mondial, c'est environ 1/4 des émissions de gaz à effet de serre de la planète. On a une croissance démographique tendancielle qui est extrêmement importante. On a, dans pas mal de régions du monde, une forme d'occidentalisation des modes de consommation avec un accroissement de la consommation de produits carnés. Et tout ça conduit à une augmentation tendancielle des émissions de gaz à effet de serre. On estime, selon les projections, que d'ici 2050, notamment du fait d'une demande plus forte en produits carnés, si le régime alimentaire ne change pas, c'est une hausse de 30% des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation qui sera observée. Et cette trajectoire-là, elle n'est absolument pas soutenable par rapport à l'objectif de limitation du réchauffement planétaire en dessous de 1,5 degré en moyenne, ce qui est prévu donc par l'accord de Paris. Donc, on a une obligation de modification de la structure, du fonctionnement de notre système alimentaire à l'échelle mondiale. Ça ne va absolument pas pouvoir se faire de la même manière partout, parce qu'on a des demandes alimentaires qui sont différentes. Mais si on s'intéresse aux pays développés en général, à l'Europe et à la France en particulier, ça passera nécessairement par une diminution de la consommation de protéines carnées au profit de protéines végétales. Et donc ça, ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont aujourd'hui présents dans tous les travaux, dans tous les exercices de prospective que vous pouvez aujourd'hui trouver, qui soient conduits par l'IDRI, par AFTER, par l'INRA, par tous les organismes de recherche. Donc une fois qu'on a dit ça, la vraie question, c'est comment on fait et à quel rythme. Je disais tout à l'heure qu'on avait perdu un peu de temps, sans doute qu'on a loupé certains coches, notamment lorsqu'il y a eu ces 15 dernières années des réformes de la politique agricole commune qui auraient peut-être pu permettre d'accélérer la transition vers d'autres modes de production ou accompagner la transformation de systèmes de production et notamment des systèmes d'élevage. Et aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de limites qui sont extrêmement fortes. Notre système alimentaire qui assure en partie une autonomie alimentaire relative, puisque ça a été dit, on reste dépendant d'importations, notamment pour l'alimentation animale. Notre système alimentaire est confronté à tout un tas de limites qui sont environnementales, avec, je l'ai dit, le changement climatique, avec des pressions sur la biodiversité qui sont de plus en plus préoccupantes et qui n'est pas non plus soutenable d'un point de vue socio-économique. On a un système alimentaire qui n'est pas suffisamment rémunérateur pour
un certain nombre d'agriculteurs, en particulier dans le secteur de l'élevage. On a une autonomie alimentaire relative. C'est vrai qu'on a l'idée que la France est une grande puissance productrice d'aliments, c'est une grande puissance exportatrice au sens agroalimentaire du terme, mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte qu'on a tout un tas de segments de marché sur lesquels on est déficitaire et que cette segmentation-là est assez préoccupante, y compris pour des secteurs plus rémunérateurs, et notamment pour le secteur bio. Donc, on a une situation qui est finalement très contrastée avec des externalités environnementales fortes, une situation socio-économique qui s'est dégradée et les éléments de réponse que l'on peut apporter pour essayer de concilier tout ça dans une vision très systémique de transition de l'agriculture et de l'alimentation passent par des politiques d'accompagnement qui doivent être ambitieuses. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est notamment donc, ce qu'on a essayé de publier, de résumer en septembre dernier dans le rapport pour une alimentation saine et durable, qu'on a donc remis à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a un ensemble de briques de politique publique portées par différents ministères qui répondent à des parties des problématiques qui sont observées. Ça s'explique par les cultures administratives, par les périmètres d'action des départements ministériels. Mais finalement, on manque d'une vision globale, d'une vision très intégrative des enjeux qui permettrait de concilier tout à la fois la question environnementale, qu'on a largement évoquée jusqu'à présent, la question sociale, qui a aussi été évoquée par Thomas sur la nécessité de permettre aux populations les plus défavorisées d'accéder à une offre alimentaire de qualité et en quantité bien évidemment suffisante. Et puis tous ces aspects socio-économiques que j'ai évoqués parce qu'on a un problème de rémunération juste des agriculteurs dans un grand nombre, voire une majorité de segments de production. Donc c'est cette vision intégrative, globale de tous les enjeux qui manquent. On a aujourd'hui 2 grands plans qui traitent des questions d'alimentation. C'est le Programme national de l'alimentation porté par le ministère de l'Agriculture. C'est le Plan national nutrition santé qui est porté par le ministère de la Santé. 2 plans qui, sur un certain nombre de points, sont très largement cohérents, mais qui nécessiteraient peut-être sur d'autres aspects d'être mieux intégrés ou plus intégrés. Et puis gravitent autour de ces 2 plans qui sont vraiment centrés sur la question alimentaire, tout un tas d'autres plans, tout un tas d'autres politiques publiques. Je pense notamment à la politique agricole commune qui est quand même un facteur clé dans l'orientation et la structuration de notre système alimentaire, les politiques liées à la préservation des milieux, à la préservation de l'eau, et toutes ces politiques-là ne forment pas forcément un tout ou une vision cohérente sur le long terme. Or, pour qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait véritablement intégration de la transformation de la production agricole et de l'évolution des modes de consommation. Et ça nécessite du temps long, c'est-à-dire des politiques publiques qui vont permettre d'accompagner la transformation sur un temps supérieur à celui d'une mandature et surtout une vision très intégrée. Alors, je vais lâcher le gros mot de planification, parce que je travaille à France Stratégie et que France Stratégie est la structure héritière du Commissariat général au plan. La planification telle qu'elle était envisagée et mise en œuvre après-guerre, ce n'était pas du tout la planification soviétique comme certains peuvent la caricaturer, mais c'était avant toute chose un lieu de discussion, de co-construction des politiques publiques sur le temps long et surtout de réalisation, d'élaboration de trajectoires qui permettent à tous les acteurs, qu'il s'agisse des agriculteurs, qu'il s'agisse des acteurs du secteur agroalimentaire, qu'il s'agisse des ONG et des consommateurs, de savoir vers où ils peuvent conjointement aller et surtout quels leviers d'action on peut mettre en place pour les accompagner dans la transition. Et c'est finalement ce qui manque aujourd'hui, cette vision de planification, d'accompagnement sur le temps long, au-delà d'une mandature. Et dans le rapport que j'évoque depuis le début, ce que l'on propose, c'est d'avoir cette stratégie très intégrative, interministérielle, centrée sur l'alimentation, qui puisse être mise en place. On a un instrument aujourd'hui qui est dans les tuyaux, c'est la stratégie climat, alimentation, santé qui a été proposée dans le cadre de la loi climat résilience et qui pourrait être l'instrument de cette vision de long terme.
Mais en tout cas, cette vision sera nécessaire et il faudra absolument la traduire pour que la transition se fasse dans les délais les plus courts et surtout de la manière la plus cohérente et la plus respectueuse des positions de chacun. Voilà rapidement ce que je pouvais dire sur la transition. Juste pour terminer et pour passer au temps d'échange, dans cette diapo, donc, il y a transition au singulier. On a plusieurs voies, plusieurs trajectoires de transition qui sont possibles. On oppose le plus souvent l'agroécologie à une forme d'intensification soutenable. On peut la qualifier de mille et une façons, mais en tout cas, une transition beaucoup plus centrée sur les instruments techniques ou les nouvelles technologies. Il y aura certainement des trajectoires comparées qui pourront être mises en œuvre, qui pourront concilier à la fois de l'agroécologie, c'est-à-dire une meilleure utilisation des ressources de la nature et l'utilisation de nouvelles technologies, mais il ne faut pas, je dirais, se figer autour d'une seule et unique trajectoire. Il y aura des modes de transition différents en fonction des acteurs, en fonction des territoires, et c'est bien cette multiplicité de transition qu'il va falloir essayer de prendre en compte, ou en tout cas d'accompagner au mieux. Quoi qu'il en soit, quelles que soient ces trajectoires, je le redis, la question de la transformation du secteur agricole et de la diminution de la production animale au profit de la production végétale sera au cœur de cette transition. Merci beaucoup, Thomas. Merci et merci d'avoir mis un S. C'était Julien, Claire. Ah, Julien, pardon. C'est pas grave. Merci beaucoup, Julien, je redis. Et merci d'avoir corrigé et d'avoir mis un S à quelle transition, ou 2 S. Merci infiniment à tous les trois. Je pense que c'est très éclairant d'avoir votre point de vue. On va passer au temps d'échange, en effet. Et moi, j'ai une première question pour vous qui est un peu c'est le contexte international, en fait. On a le sentiment, et vous l'avez mentionné, Julien, que dans le contexte international, on est face à une consommation croissante de viande au niveau global. On est face aussi à des pays en développement qui un peu tirent cette transition vers une consommation croissante de viande. Et donc, comment quel est l'enjeu? On a le sentiment qu'il y a un enjeu pour la France de compétitivité internationale. Quelle place, si on est dans cette transition vers le moins mais mieux, aussi bien de ce que je comprends côté production que consommation, comment on concilie ça avec cet enjeu de compétition internationale? Que faire face à des géants mondiaux qui sont beaucoup plus grands, qui produisent de façon intensive, avec des réglementations qui en particulier les réglementations environnementales, ne sont pas nécessairement aussi contraignantes qu'en Europe ou en France. Donc, nos entreprises, et c'est peut-être une question déjà pour Stéphane, comment vous vivez cette compétition et que faire par rapport à cette nécessaire transition qu'on semble tous appeler de nos voeux, mais qui est face à un principe de réalité, on va dire, de ce besoin croissant. Non, mais il est certain qu'effectivement, avec l'augmentation de la population mondiale, la demande en protéines, qu'elle soit végétale ou animale, va continuer de progresser, hein, avec plus de 8 milliards d'habitants sur la planète. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 40% des protéines animales sont consommées en Asie. Hein. Or, l'Asie n'est pas non plus autosuffisante. Hein. Donc, effectivement, on assiste depuis plusieurs années maintenant à des flux, hein, qui se sont mis en place des pays producteurs vers les pays consommateurs. Le Brésil ou l'Amérique du Sud en viande bovine vers l'Asie. Hein. Il faut savoir qu'il y avait de la viande sud-américaine qui arrivait en quantité importante il y a encore 20 ans en Europe. Ben, petit à petit, les flux de viande sud-américaine ont plutôt été réorientés vers l'Asie, puisque la demande était plutôt dans ces pays
et dans ce continent asiatique. Donc, effectivement, on a une délocalisation des chaînes de production alors, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé, hein, une marchandisation de l'agroalimentaire, ce qui fait qu'effectivement, on a, et puis la France en a profité, hein, étant un des principaux pays européens exportateurs vers les autres pays qui avaient besoin et qui étaient déficitaires en alimentation. Et effectivement, on a ces 20 dernières années, 30 ou 40 dernières années, assisté à une explosion des flux de viande à travers la planète. Alors nous, comment, bien entendu, en France, on fait partie des pays qui avons plutôt des niveaux de prix assez élevés, hein, sur le prix des matières premières, pour tout un tas de raisons, hein. Donc, quand on parle de compétitivité, effectivement, on a vu petit à petit nos parts de marché diminuer, mais avec peut-être un recentrage de nos activités commerciales vers plus de valeur ajoutée et vers les pays plutôt européens où il y avait du pouvoir d'achat. Donc, alors ça ne veut pas dire qu'on n'exporte pas, que la ferme France n'exporte pas, mais elle exporte moins. Elle exporte plutôt des produits à valeur ajoutée. Alors, quand on parle de valeur ajoutée, il n'y a pas que la qualité du produit, il y a aussi la façon de le produire. Alors effectivement, on a des progrès à faire encore, hein, sur le produire mieux. Mais il faut quand même, quand on se compare aujourd'hui à la façon dont les protéines peuvent être produites à la fois dans certains pays européens, mais aussi dans d'autres continents, on a plutôt entre guillemets une agriculture plutôt vertueuse. Donc, il faut continuer d'avancer sur tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, hein, pour améliorer, bien entendu, les bilans carbone, prendre en compte le revenu des producteurs, améliorer la condition de vie des animaux. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Pour autant, effectivement, on voit bien que dans les gros pays qui sont exportateurs de viande, ils ne sont pas sur les mêmes sujets que nous. Donc, voilà, donc oui, on exporte plutôt des produits à valeur ajoutée sur l'ensemble, que ce soit sur le lait, sur la viande ou sur d'autres productions agricoles. Et on a plutôt répondu effectivement aux enjeux de commerce international par la valeur ajoutée que par des stratégies de volume et de production à bas coût. Ok. Et de votre point de vue, Julien, vous êtes en phase avec ça? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de parties prenantes en France qui sont plutôt pour une intensification et qui poussent plutôt vers… comment se situe la production de protéines animales françaises dans la compétition internationale? Est-ce qu'il y a des outils pour faire que la ferme France, on va dire, soit compétitive, ou est-ce qu'elle l'est déjà suffisamment? Quel est votre point de vue là-dessus? Ouais. On peut débattre de la compétitivité de manière extrêmement théorique. Pour moi, la première question à poser, c'est de savoir si on va avoir un système alimentaire qui va permettre de rémunérer justement l'ensemble des agriculteurs. Et c'est d'abord cette question-là qu'il faut poser. Thomas a évoqué tout à l'heure la possibilité, même lorsque l'on produit moins, pour un agriculteur de dégager plus de marge ou d'avoir une meilleure rémunération. On a conduit en 2019 une étude comparative de différents référentiels agroécologiques, incluant le bio, HVE ou d'autres dispositifs, qui montraient que le plus souvent, lorsqu'on enlevait les aides de la politique agricole commune, on avait des transitions vers l'agroécologie qui étaient globalement mieux rémunérateurs pour les agriculteurs que le maintien dans un système conventionnel. Et ce, malgré les baisses de rendement, parce qu'on avait une meilleure valorisation, un prix d'achat supérieur à partir du moment où on a une production labellisée. Dans un certain nombre de cas, néanmoins, c'était moins rémunérateur, notamment pour certaines filières d'élevage, parce que certaines années, les cours sont extrêmement bas,
Et dans ce cas-là, on peut avoir des aides publiques, notamment les aides de la PAC, qui vont permettre de compenser ces baisses et qui vont permettre aux agriculteurs de dégager des revenus décents. Moi, je pense que c'est vraiment la question primordiale qu'il faut se poser. La compétitivité n'est pas simplement une question de balance commerciale, c'est avant toute chose des hommes et des femmes qui travaillent, qui doivent être rémunérés justement. Et en deuxième lieu, il y a la question de l'autonomie alimentaire. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire aujourd'hui dans le débat public, quelles que soient les tendances politiques. Tout le monde est favorable à la souveraineté alimentaire, mais quand on décortique les discours, on se rend compte que finalement, peu de gens parlent exactement de la même chose. La question de l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire la capacité de la France aujourd'hui à produire en quantité et en qualité une alimentation suffisante pour nourrir sa population, elle a été finalement assez peu débattue et un peu occultée. Elle revient brutalement dans les discussions, notamment avec la question du conflit ukrainien et la question des exportations de céréales. Je pense qu'il faut se la poser, et se la poser notamment pour le secteur de l'élevage, puisqu'on a pas mal de filières qui restent dépendantes des importations d'aliments pour le bétail qui viennent notamment d'Amérique du Sud. Et donc, comment on va accompagner la transition vers des modes d'élevage plus autonomes, également plus rémunérateurs pour les agriculteurs, c'est à mon avis une question primordiale à poser. Et ensuite, il y aura la question de la compétitivité. Je pense que pour un certain nombre de segments de marché à haute valeur ajoutée, on va avoir une possibilité pour la production agricole française d'être tout à fait à la hauteur et d'être tout à fait compétitive. Et puis, sur d'autres segments de marché, eh bien, on ne sera pas compétitif et il faudra inventer les instruments qui permettront d'être plus compétitifs ou en tout cas d'être en compétition de manière un petit peu plus juste par rapport notamment aux pays tiers. Dans le débat public aujourd'hui, vous avez tout un tas d'instruments qui peuvent être envisagés. Je pense notamment aux ajustements carbone aux frontières de l'Union européenne qui sont poussés aujourd'hui par la France dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, qui peuvent être un élément de réponse. Ce ne sera sans doute pas le seul et unique élément de réponse, mais ça peut être un élément de réponse. Et puis se posera ensuite plus largement la question des traités de libre-échange de produits agroalimentaires qu'il faudra sans doute à un moment ou à un autre repenser ou en tout cas poser différemment. Donc, pour répondre à votre question de la compétitivité, on peut l'améliorer, on a des instruments de politique publique qui peuvent être envisagés, mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue en premier lieu la question de la rémunération des agriculteurs et des éleveurs et la question de notre autonomie alimentaire. Thomas, vous avez des éléments à ajouter sur cette question de la compétitivité et de la souveraineté alimentaire? Écoutez, moi je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le premier point, c'est sur la manière dont on appréhende l'efficacité des aides. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut mesurer pour 100 € d'aide reçue, c'est-à-dire combien le système va dégager pour rémunérer le travail. Ça, c'est vraiment des indicateurs qui sont extrêmement pertinents, puisque ça nous permet vraiment de voir un peu l'efficacité du modèle agricole et à quel point, en fait, on est extrêmement perfusé et lié à ces aides ou non. Et cette efficacité des aides qui a été évoquée, c'est évidemment un des indicateurs clés pour évaluer le revenu disponible des agriculteurs et la manière dont ils peuvent être le plus autonomes et économes. Donc ça, moi, je rejoins totalement ce qui a été dit sur le volet de la rémunération. Sur la question de la compétitivité, c'est un sujet qui serait assez long à aborder, mais aujourd'hui, pour avoir un ordre d'idée, on peut prendre l'échelle de l'Union européenne, mais réduire de près de 50% la consommation des produits animaux et aller vers une transition des élevages plus économes, autonomes, en fourrage, en aliments, en concentré. C'est-à-dire qu'on va mettre les ruminants sur des systèmes pâturants qui vont valoriser l'herbe. On va essayer de faire passer les monogastriques, c'est-à-dire les porcs et la volaille, en système plein air, par exemple. Tout ça, ça permettrait, de faire passer l'Union européenne d'importatrice nette en calories et en protéines à exportatrice nette. Ça permettrait aussi de réduire notre empreinte carbone et donc de respecter
la trajectoire sur laquelle nous sommes censés aller, hein. Si on réfléchit, on raisonne sur les 2 degrés ou si on raisonne même sur notre stratégie nationale bas carbone, et ça va permettre de restaurer de la biodiversité dans les agroécosystèmes. Sans compter en plus la réduction de notre dépendance au gaz naturel et aux énergies fossiles, bien sûr, qui sont mobilisées pour produire les engrais azotés qui vont ensuite rentrer dans les cultures destinées à la consommation animale dans les systèmes d'élevage qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est ça un petit peu en tout cas l'idée de la refonte de nos systèmes agricoles via cette diminution de la consommation et de la production. Donc, il y a un peu tout ça à repenser. Et évidemment, ça va impliquer des vrais raisonnements sur la manière dont on doit produire tel ou tel type de culture. Ça doit passer par une vraie réflexion agronomique avec des délais de retour qui soient pertinents pour éviter les maladies, les parasites, etc. Ça doit passer aussi par la manière dont on va avoir des produits à forte valeur ajoutée, mais qui vont aussi respecter les compartiments environnementaux. Donc, on va pouvoir, dans le cas d'exportation de ces produits, avoir des produits qui sont en phase, en tout cas, avec des normes environnementales et sociales solides et ambitieuses. C'est ça aussi, toute la refonte du système dans laquelle, après, effectivement, il va falloir faire des calculs et il va falloir voir un petit peu sur quel type de production on va devoir mettre l'effort. Là, aujourd'hui, par exemple, sur l'effort des protéines végétales, la stratégie nationale des protéines végétales qui a été impulsée assez récemment, elle a vraiment pour objectif de renforcer l'autonomie de la France en termes d'approvisionnement en protéines végétales. Alors ça, c'est évidemment pour aller en phase sur d'autres types de politiques publiques comme la stratégie nationale de déforestation importée, c'est-à-dire essayer de s'affranchir de la déforestation, mais c'est aussi donner plus d'autonomie aux élevages. Et ça va impliquer un réassolement massif en protéines végétales en France. Donc ça, c'est réimaginer aussi les systèmes de culture en y réintroduisant la légumineuse. Et le raisonnement va se faire comme ça. Sur le volet européen, 60% des céréales et je crois 70% des oléoprotéagineux produits en Europe sont destinés à la consommation animale. Donc ça aussi, c'est aussi une vraie réflexion à avoir. Sur la manière dont on peut aussi réallouer certains systèmes de culture pour la consommation humaine, pour la consommation animale. Si je reviens sur les protéines végétales, c'est raisonner sur combien va-t-on devoir assoler en légumineuses à graines, c'est-à-dire en légumes secs, mais combien va-t-on devoir aussi assoler en légumineuses fourragères, trèfle, luzerne, sainfoin, combien va-t-on devoir aussi réassoler en protéagineux. Donc, les pois protéagineux, les févroles, le lupin, etc. C'est ça, en fait, les vraies discussions qu'il faut avoir. Nous, on avait essayé de se prêter à l'exercice lorsqu'on a élaboré Pulse Fiction en 2019, en clin d'œil à Tarantino. Cette question de modélisation prospective agricole, elle nous a amené, en tout cas, à essayer d'imaginer un peu l'agriculture de demain et la manière dont on pouvait raisonner sur les parcellaires, sur les systèmes d'élevage, sur la réduction de la production, etc. Et c'est un peu ces débats-là qui doivent être mis en jeu pour avoir un vrai système de planification, comme le disait Julien. La planification, elle est fondamentale pour essayer, en tout cas, de répondre à des vraies questions qui sont posées. Si on pose l'enjeu environnemental, il faut essayer de voir de quelle manière on peut réduire nos externalités négatives. Si on pose l'enjeu socio-économique, comment est-ce qu'on peut mieux rémunérer les éleveurs? Si on parle compétitivité, de quelle manière est-ce qu'on peut avoir un solde exportateur sur le volet des calories et des protéines. Aujourd'hui, voilà, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est un peu ces questions-là, en tout cas, qu'il faut prendre comme un tout et ensuite essayer de s'y atteler progressivement pour proposer une vraie vision nouvelle plutôt que de prendre les sujets de manière très éparse, puisqu'en fait, à chaque fois, on évincera certains sujets qui sont clés et qui font aujourd'hui partie de la transition agricole et alimentaire d'ici les 30 prochaines années. Tout est lié, en fait. Juste une dernière question avant de passer la parole à l'audience. Concernant les consommateurs, vous l'avez un petit peu mentionné, Thomas, tout à l'heure. Quel est le rôle on imagine pour les consommateurs? Comment, en tant que consommateur, et on l'est tous, comment être plus vertueux? Donc, quelle viande consommer ou quelle protéine végétale consommer, animale consommer, laquelle ne pas consommer?
Et puis, est-ce que tous les consommateurs sont égaux face à cette nécessaire transition? Et en particulier, les consommateurs qui ont des revenus plus limités. Vous parliez du premier et du deuxième décile, Thomas, tout à l'heure. Donc, comment faire pour que, les consommateurs soient informés dans la bonne direction, on va dire, ou soient un peu plus conscients de ce qu'il faut faire ou sachent? Et puis, deux, est-ce que tout le monde peut se permettre, est-ce que tous les consommateurs peuvent justement aller vers cette transition du moins mais mieux qu'on évoque? Je peux répondre assez brièvement et puis après je laisse la parole à Julien qui a parlé de ce rapport qu'il a remis à l'Assemblée et puis aussi, j'imagine, à Stéphane aussi sur le volet porcin. Il y a plusieurs points à aborder. Le premier, pour répondre à la question, est-il possible de ne pas dépenser plus cher pour une alimentation de qualité? La réponse est oui. Oui, c'est possible à partir du moment où on est en capacité de restructurer son régime alimentaire. C'est ce que je disais. Donc, consommer moins de produits animaux au profit des protéines végétales, des céréales complètes, des légumineuses et avec moins de produits transformés et ultra transformés, ça permet de réduire sur un régime dans lequel on va dire on supprime la viande sur 3 jours par semaine, on peut réduire de près de 40% son empreinte carbone, améliorer la qualité nutritionnelle de son alimentation et réduire de près de 20% le coût de son alimentation. Il y a plusieurs études qui corroborent ce que je dis. Il y a une étude aussi qui est sortie de I4CE, Institute for Climate and Economics, qui montre ça. Donc ça, c'est sur la manière d'appréhender le régime alimentaire et sur la réduction du coût de son alimentation. Ça, c'est clair. Après, la question se pose sur les populations les plus précaires. Le fait de réduire de réduire la part de produits animaux dans son alimentation, ça permet de réduire le coût de cette alimentation et donc on peut aussi y introduire des produits labellisés, notamment des produits issus de l'agriculture biologique, par exemple. Ça, c'est quelque chose donc qui nous permet de manger mieux. La question va ensuite se poser sur effectivement les populations les plus précaires pour lesquelles le surprix du bio, qui peut atteindre 65% de plus, voire qui peut atteindre 2 fois le prix, on va dire, d'un produit conventionnel, va devenir très vite limitant au fur et à mesure de l'introduction de produits issus de l'agriculture biologique. Et c'est là où ça va pêcher. C'est là où ça va être compliqué. Donc là, se pose énormément de questions sur la question, enfin sur le volet économique. La question de la répartition de la valeur au sein des filières. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire comment le prix va se répartir entre les différents acteurs d'une filière et tout en rémunérant convenablement un agriculteur et de manière à ce que ce soit aussi accessible pour un consommateur. Il y a la question aussi des subventions. Dans quelle mesure l'État est en mesure de donner des crédits d'impôt, des subventions? Dans quelle mesure la politique agricole commune qu'évoquait Julien peut subventionner ces systèmes de production pour permettre en fait à tous d'avoir accès à cette alimentation plus durable? Ça aussi, c'est une vraie question qui se pose. Quel est le système qu'on souhaite subventionner? Et ça, c'est aussi du ressort de l'État. Et puis, dans des enjeux plus européens lorsqu'on parle de la PAC. Donc, la réponse à tout ça, c'est oui, c'est possible de ne pas dépenser plus cher pour une alimentation de qualité, mais à un moment donné, le fait d'introduire des produits issus de l'agroécologie de façon croissante dans son panier alimentaire va forcément induire un prix supplémentaire, et ce prix-là ne pourra pas être absorbé par les populations les plus précaires. Et là, on peut arriver sur des visions ou des mesures court-termistes qui ne sont pas du tout mauvaises, comme les chèques alimentaires par exemple, mais on peut aussi voir plus loin avec des propositions beaucoup plus systémiques, comme par exemple la sécurité sociale alimentaire. Voilà, c'est vraiment, tout dépend du débat qu'on souhaite poser sur la question et sur quelle temporalité. Voilà un petit peu en tout cas pour répondre à cette question sur l'accessibilité, mais je laisse la parole à mes collègues ici présents. Stéphane, Julien? Juste en un mot, parce que tout a été dit, il y a la question centrale de l'évolution et de la modification du régime alimentaire. On végétalise et donc on a une baisse de coûts. Ça nécessite de l'éducation, de l'information, de l'accompagnement des consommateurs.
cette clé, enfin, cette question centrale de l'éducation et de l'information des consommateurs sur l'impact environnemental de ce qu'ils mangent est une question centrale. Il y a là, ça a été évoqué tout à l'heure par Thomas, il y a certains instruments qui sont envisageables comme l'affichage environnemental. Il y a aussi la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge sur l'alimentation, ce qu'est une alimentation saine et durable. Et ensuite, effectivement, je rejoins totalement ce qu'a dit Thomas, il y a un moment où la transition vers une alimentation plus durable avec des produits labellisés va coûter plus cher, et pour les populations les plus défavorisées, il faut envisager des dispositifs d'aide, d'accompagnement, de soutien financier adapté. Et ça ouvre effectivement toutes les questions liées à la sécurité sociale de l'alimentation, qui est aujourd'hui de plus en plus présente dans le débat. On peut mettre plein de choses derrière cette notion de sécurité sociale de l'alimentation, mais en tout cas, ça fait partie des instruments un peu prospectifs qu'il faudra à un moment ou à un autre évoquer ou envisager, parce que ça peut être le moyen de répondre tout à la fois à l'enjeu social, à l'enjeu environnemental, si on oriente ce dispositif vers des soutiens au mode de production plus durable, et puis aussi la question économique, puisque ça permettrait d'assurer des débouchés pour les agriculteurs, et ça peut répondre vraiment à la transition systémique de l'agriculture et de l'alimentation que j'évoquais tout à l'heure. Merci Julien. Stéphane, vous souhaitez ajouter quelque chose autour de ce sujet d'information des consommateurs? Je pense que tout a été dit. OK. Merci à tous les trois. Je vous propose de passer maintenant aux questions de la salle, si je puis dire, la salle virtuelle. Donc, la parole est à la salle et je vais laisser Adrien reprendre les questions qui ont été déjà transmises dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et on les traitera au fur et à mesure qu'elles arrivent. Adrien, je te laisse prendre la parole. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions qui sont montées. Peut-être une première question qui est peut-être pour Julien sur la sensibilisation des consommateurs, et il y a une remarque sur le PNNS, le Plan national de nutrition santé. La personne qui posait la question faisait remarquer à tort ou à raison, je ne sais pas, qu'en 15 ans, les recommandations du PNNS, donc pour votre santé, manger 5 fruits et légumes par jour, n'ont pas réussi à faire bouger la consommation. J'imagine la question qu'il y a derrière, c'est quelle est la place et quel rôle peut avoir le pouvoir public et les nudges du type manger, bouger, avoir comme effet concret sur la modification des comportements de consommation. Alors, je nuancerais quand même largement l'affirmation selon laquelle ces nudges ou ces informations n'auraient pas d'effet. Il y a des travaux qui ont montré que à la fois l'affichage nutritionnel, mais également l'affichage environnemental, qui a fait l'objet de tout un tas d'expérimentations depuis maintenant très longtemps, puisque l'affichage environnemental est évoqué depuis le Grenelle de l'environnement, sont des instruments qui permettent de faire évoluer les modes de consommation, plus ou moins fortement, en fonction du niveau de revenu, en fonction du niveau d'éducation, mais il y a quand même un effet d'évolution, et puis il y a aussi des effets d'évolution sur le long terme. Il ne faut pas perdre de vue que le fait alimentaire est quand même un fait civilisationnel, culturel. On mange aussi ce que l'on a appris à manger, et la transformation, la transition se fait sur le temps long. Donc, on a des changements de comportement qui sont induits par ces modes d'affichage nutritionnel ou environnemental. Et il y a aussi un autre point vertueux, c'est que ça incite les acteurs agroalimentaires à faire évoluer la composition de leurs aliments. Et je pense particulièrement au Nutri-Score, sur un segment de marché donné. Si un industriel voit qu'il a un Nutri-Score pas très bon par rapport à certains de ses concurrents, il va être incité à faire évoluer la composition de ses aliments ou de ses plats préparés pour essayer d'améliorer.
Et ce sera pareil si demain on a un affichage environnemental qui inclut à la fois l'impact carbone, l'impact sur les eaux, sur la biodiversité. Donc, il y a quand même quelque chose de vertueux qui fait bouger à la fois les modes de consommation et puis également la composition même de l'alimentation. Alors, une deuxième question, c'est plutôt pour Thomas sur la production et l'importation de produits de protéines végétales. Donc, il y avait une question sur comment ne pas risquer d'appauvrir les pays exportateurs de protéines et comment donc ne plus en importer. Et une question corollaire à ça, c'est pourquoi importons-nous autant et peut-on produire en France plus de légumineuses, de soja et puis de protéines végétales? Clairement, oui, on peut très largement produire plus de protéines végétales. Courant du XXe siècle, on a eu des assolements très importants en protéines végétales. Donc, c'est tout à fait possible d'en réintroduire. Après, la question se posera sur quel type de protéines végétales on doit réintroduire en France. Alors, oui, il y a le soja, que ce soit pour la consommation humaine et animale, mais il y a aussi tous les légumes secs. Donc, tout ce qui va être pois chiches, lentilles, blanc des Flandres, haricots tarbés, etc. Donc, tout ça, ça doit faire l'objet d'un vrai réassolement en France. Là-dessus, il y a plusieurs collectivités qui travaillent. Hein. La restauration collective aussi travaille. Donc, la grande problématique des légumineuses, c'est d'une part de la réintroduire dans les régimes alimentaires, c'est-à-dire de donner envie. Ça, c'est un point quand même assez fondamental. Hein. Il faut donner envie de manger quand même des légumineuses. C'est quand même quelque chose qui s'est perdu tout au long du XXe siècle, qui revient aujourd'hui avec l'essor des régimes végétariens et végétaliens, mais qui reste quand même, on va dire, assez faible. Maintenant, avec la loi Egalim, avec la loi Egalim et les décrets d'application qui mettent en œuvre les 50% de produits durables dans l'offre de restauration collective, avec le plan de diversification protéique et avec l'instauration d'expérimentations sur les menus végétariens dans les cantines scolaires, il y a une vraie appétence, en tout cas, pour ces produits-là. Et donc ça génère des débouchés. Et c'est ça aussi qui peut permettre à des acteurs de la restauration collective, à des collectivités, à des industriels agroalimentaires, parce que les légumineuses, c'est quand même extrêmement vertueux d'un point de vue agronomique. Comme je le disais, ça fixe symbiotiquement l'azote de l'air, donc ça signifie qu'en fait, les quantités d'engrais azotés de synthèse sont moindres sur les itinéraires techniques. Mais après ça, il faut les trier, il faut les sécher, il faut faire une première transformation pour les apertiser si besoin. Et tout ça, c'est parfois des compétences qui ont été complètement oubliées ou qui, du moins, ne sont pas forcément bien mises en place. Donc, il faut aussi de l'installation, il faut des silos, il faut des trieurs, des séchoirs, etc. Donc, certes, la stratégie nationale des protéines végétales a mis un peu d'argent, donc a mis de l'argent là-dedans. Maintenant, il va falloir prendre la mesure, en tout cas, de cet réassolement en France qui est tout à fait possible et de toute façon qui est voulu par l'État. Maintenant, la question sera de savoir quelle répartition on attendra entre les légumineuses fourragères, comme je l'ai dit tout à l'heure, les légumes secs et puis les protéagineux. Voilà, donc en tout cas ça, c'est quelque chose de totalement possible et qui aujourd'hui doit être mis en place urgemment en France, que ce soit pour l'autonomie des élevages et aussi pour la consommation en France. Une question corollaire à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller plus loin? On parlait de la loi Egalim tout à l'heure, qui est des 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de produits bio. Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen d'aller plus loin? Et donc, quelqu'un qui pose la question avec des mesures qui seraient peut-être plus contraignantes, et notamment la présence systématique d'une offre végétarienne dans les cantines scolaires et les administrations, l'obligation pour les restaurants de proposer systématiquement quelques plats sans viande ni poisson, et des incitations financières sur la transition par la fiscalité, par exemple, avec une TVA incitative sur ces catégories de produits. Si Thomas ou Julien... Julien a démuté, donc je laisse.
Non, mais juste un mot sur le dernier point sur la question de la modulation de TVA. C'est aussi un instrument qui est évoqué, qui a été débattu notamment au niveau européen, au niveau de la Commission environnement. Ça nécessiterait sans doute d'être évalué précisément pour voir si cette modulation de TVA pourrait significativement inciter ou désinciter à consommer tel ou tel produit alimentaire qui pourrait être très émetteur de carbone ou pas. Donc, globalement, sur tout ce qui est fiscalité comportementale, les effets ne sont pas toujours aussi évidents que ça quand on les applique à l'alimentation, mais ça peut faire partie des instruments à évoquer, et en tout cas qui nécessiteraient d'être étudiés avant une mise en place. Mais ça fait, je le répète, partie des instruments intéressants. Sur tout ce qui est offre alimentaire en restauration collective, c'est environ 40% de nos repas sont pris en restauration collective. Aujourd'hui, il y a effectivement la nécessité de proposer plus systématiquement des offres végétariennes. Ça se fait de plus en plus dans des collectivités locales, mais ça nécessiterait d'être sans doute encore plus développé pour avoir un effet de levier suffisant. Mais oui, ce qui est évoqué là fait vraiment partie des instruments à promouvoir, à soutenir pour accélérer la transition alimentaire, ou en tout cas la faciliter. Reste ensuite à savoir comment on conditionne, ou en tout cas quels critères on met pour qu'il y ait cette végétalisation de l'offre alimentaire dans les restaurations collectives. Il faut que ce soit associé à des modes de production agricole durable, à idéalement du durable et du local. Et tout ça se fait sur un pas de temps qui peut être, en fonction des régions, plus ou moins long. Mais en tout cas, tout ça va dans le bon sens. Et la personne qui avait posé la question précisait aussi financement public des entreprises, PME et start-up qui proposent des alternatives à la viande accompagnées de soutien par la commande publique. Comme on dit peut-être sur les alternatives végétariennes, mais effectivement, aujourd'hui, il y a même une saisine de l'ANSES qui avait été sollicitée dans le cadre du Conseil national de la restauration collective sur la qualité nutritionnelle des menus végétariens. Et cette saisine a montré de manière assez claire que les menus végétariens, dans le cadre d'un régime hebdomadaire et en alternative, ne posaient pas de problème d'un point de vue de la satisfaction des besoins nutritionnels pour les personnes en restauration scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Et c'est d'autant plus important et positif, je pense, effectivement, de proposer de manière quotidienne une alternative végétarienne pour laisser à chacun d'avoir le choix de manger de la viande ou pas. Voilà, moi je voulais juste rebondir sur ça et voilà, ça fait partie aussi de plusieurs propositions qui sont présentes, puisque dans le cadre de l'expérimentation aujourd'hui, il s'agissait d'un menu végétarien par semaine. Voilà, l'idée, ce serait peut-être d'aller plus loin et de laisser le choix aux personnes de consommer selon leurs besoins et leurs envies. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Alors, peut-être une question maintenant pour Stéphane, qui est sur la production de viande de façon plus durable en France. Comment est-ce qu'on peut inciter et faire évoluer les systèmes productifs vers plus de durabilité en France sans se heurter à la compétition internationale? Et quel est le rôle notamment de la PAC face à cette question-là, vous, de votre point de vue industriel, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette question-là? Non, mais il est vrai que bon, il y a des progrès à réaliser. Pour autant, aujourd'hui, effectivement, en France, on a plutôt un modèle. Bon, dans l'élevage de bovins, effectivement, il y a la valorisation des pâtures et des pâturages et complété par les fourrages. Et on voit notamment dans les zones où les conditions pédoclimatiques le permettent, des producteurs qui utilisent de plus en plus, bien entendu, les fourrages produits sur l'exploitation ou les céréales produites sur l'exploitation. Donc, il y a des choses qui avancent et qui évoluent. C'est bien entendu beaucoup plus difficile pour le porc ou la volaille, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on importe entre 3 et 4 millions de tonnes de soja
en provenance d'Amérique du Sud, hein, pour produire les quantités de poulet et de porc qui sont consommés en France et en Europe. Donc, c'est là, effectivement, qui a travaillé dans le cadre du plan protéines végétales pour augmenter la quantité de protéines végétales produites en France, à la fois peut-être pour effectivement végétaliser l'alimentation, mais aussi limiter l'importation de soja en provenance d'Amérique du Sud notamment. Donc voilà, donc il y a effectivement déjà tous ces mouvements-là qui sont en cours de déploiement. Alors ça prend du temps, hein, on parle effectivement du temps long, mais on a quand même aujourd'hui des coopératives, des groupements qui avancent, et puis les chambres d'agriculture qui avancent sur ces sujets-là en France. Bien entendu, on n'est pas isolé, hein, donc il faut aussi que ces travaux-là avancent, et notamment en Europe, hein, puisqu'on a quand même des modèles de production en Europe qui sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Si on prend l'exemple de ce qui se passe en porc, par exemple, en Espagne, par exemple, dans le porc ou dans le bovin, bon, l'Espagne a fortement développé sa production agricole ces 15 dernières années sur des modèles qui sont aujourd'hui controversés. On achète des porcelets en Allemagne ou aux Pays-Bas. On leur fait traverser l'Europe, ça arrive dans des ateliers d'engraissement en Espagne. Les procédures administratives sont bien entendu beaucoup moins contraignantes que celles que l'on peut avoir en France, donc qui peuvent avoir des ateliers d'engraissement extrêmement importants, et on fait de la production de porc à partir des porcelets en important des protéines, hein. Et c'est aussi pareil dans la viande bovine, et pourtant tout le monde connaît les conditions climatiques qui sévissent en Espagne, avec les problèmes aussi d'accès à l'eau. Donc, bien entendu, l'agriculture française doit avancer, hein, sur tous ces sujets dont on vient de parler longuement, mais il faut aussi qu'autour de nous, notamment en Europe, hein, puisqu'on est dans le même espace économique, on utilise la même monnaie, hein, et on a logiquement une réglementation harmonisée, même si ce n'est pas tout à fait correct. Il faut aussi qu'à côté de nous, bien entendu, les autres pays harmonisent leur mode de production et leur réglementation pour ne pas non plus qu'en France, on baisse la production et qu'on importe, bien entendu, en provenance de pays européens ou d'autres pays, des protéines pour être en autonomie, hein, pour pouvoir nourrir notre population. Donc, voilà, faut que tout ça, bien entendu, ça fasse partie d'une politique publique. Moi, le mot planification ne me gêne pas. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, l'alimentation, ce n'est pas une matière comme une autre, et on ne peut pas laisser régir le marché parce que sinon, ça n'avancera pas. Et il faut se doter de politiques publiques et de trajectoires de manière à effectivement répondre aux enjeux de l'alimentation durable, hein, c'est indéniable. Merci beaucoup. Il y a peut-être une dernière question pour conclure, avant de repasser la parole à Anne-Claire pour la conclusion. Mais une question d'Anne-Claire, d'ailleurs, c'était sur les protéines animales. Est-ce qu'elles se valent toutes en termes d'externalités environnementales? Est-ce que certaines sont, entre guillemets, plus vertueuses que d'autres? Est-ce qu'il faut manger plus de poulet plutôt que du bœuf, des œufs plutôt que du porc? Est-ce que c'est un petit peu de tout ça, de recomposer la part de chacune de ces protéines dans la ration moyenne de l'assiette française? Je ne sais pas qui veut répondre à cette dernière question. Je veux bien essayer d'y répondre. Bon, déjà, on ne peut pas faire de tout partout. Ça paraît une évidence, mais c'est la réalité, hein. Il y a dans les zones de montagne, si on regarde aujourd'hui, on peut produire il y a de la pousse de l'herbe, on peut faire des vaches, on peut faire des agneaux, des brebis, des choses comme ça. Et puis, il y a des zones où les conditions ne s'y prêtent pas et il faut faire une autre production. Après, il y a aussi une question de coût de protéines, hein. La protéine de bœuf coûte plus cher à produire que la protéine de poulet. Donc, voilà, il y a aussi ces notions de prix de revient des matières premières qu'il faut prendre en compte. Peut-être juste en complément sur la question des externalités environnementales. C'est un sujet qui est compliqué techniquement,
puisque tout dépend de ce qu'on mesure et de comment on le mesure. Il ne faut pas se limiter uniquement à l'impact carbone, parce qu'en fonction du mode de production des animaux, on a des co-bénéfices sur d'autres segments de l'environnement, je pense notamment à la biodiversité. Si on a un élevage extensif, un élevage de ruminants dans un bocage, ça permet de préserver un agroécosystème particulier, donc de préserver de la biodiversité, de séquestrer du carbone. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut essayer de prendre en considération. On a globalement plus d'émissions de gaz à effet de serre du côté des ruminants que du côté des monogastriques, poulets ou porcs. Mais quand on regarde le bilan lié à l'importation des aliments, notamment lorsqu'on a du tourteau de soja qui vient d'Amérique du Sud, qui a été gagné sur la déforestation, là on est sur un bilan qui est très négatif. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est techniquement extrêmement compliqué, qu'il ne faut pas se cantonner, à mon sens, uniquement à l'impact carbone, et qu'il faut essayer d'avoir une vision assez nuancée. Et on a des travaux sur l'affichage environnemental qui permettent d'avoir une vision un peu globale, mais on a des co-bénéfices à intégrer et à prendre en considération. Voilà, donc il faut manger un peu de tout en essayant de viser les modes d'élevage au pluriel qui sont les plus bénéfiques à la fois pour le climat et la biodiversité. Mais il n'y a pas une réponse unique. Merci beaucoup pour ces éclairages. Et donc, Anne-Claire, je te repasse la parole pour la conclusion. Je voudrais d'abord remercier Stéphane, Thomas et Julien pour leur participation et la préparation, la réflexion à tout ça. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est le moins mais mieux. Alors, le moins, on comprend assez aisément. Le mieux, j'ai noté un certain nombre d'éléments qui définissent le mieux. L'aspect prise en compte des externalités environnementales, le sujet de la déforestation importée, l'aspect rémunération des agriculteurs, enjeux socio-économiques aussi du côté, on va dire, producteurs, éleveurs et puis consommateurs. Le sujet de la souveraineté alimentaire, sur laquelle Julien a beaucoup insisté. Ce que je retiens aussi, c'est que tout est lié, tous ces sujets, que ce soit l'environnement, la santé, les aspects socio-économiques, le bien-être animal, la souveraineté alimentaire. Il faut penser l'ensemble du système alimentaire, production et consommation de façon systémique. Un autre élément que j'ai retenu aussi, c'est l'aspect temps long. En fait, au-delà d'une mandature, comme le mentionnait Julien, on est sur le sujet du vivant, donc avec des transitions au pluriel qui prennent du temps. Et puis la nécessaire concertation également entre les parties prenantes qui vont jusqu'à la suggestion par Julien d'une planification avec donc une concertation très large en fait autour de cette vision de ce que pourrait être une transition vers le moins mais mieux. Donc merci encore. Je pense que on a pas mal d'éléments de réponse ce soir et c'est très très éclairant. Et j'espère que nous aurons l'occasion de continuer à échanger avec X-Food et avec nos différents intervenants. Je voudrais aussi remercier tous les intervenants de l'année qui sont intervenus dans les différents webinaires et qui nous ont aidés en fait qui ont contribué à cette réflexion autour des protéines animales. Et je vous donne rendez-vous donc pour la suite une fois que nous aurons fait évoluer le bureau d'X-Food et que nous aurons donc programmé la suite. Merci infiniment à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci à tous. Au revoir. À bientôt.